Voilà, on va commencer une série, une petite série de vidéos sur les réseaux de ZN. Ce n'est pas vraiment au programme, ni de la grègue interne, ni de l'externe, mais tout de même, des problèmes d'arithmétique nous amènent souvent à étudier des réseaux, et donc c'est bien pour avoir un petit peu de recul vis-à-vis de ça. Par exemple, l'épreuve 2012 d'agrég interne, c'est celle-là qu'on va suivre, mais beaucoup d'épreuves parlent de réseau, l'épreuve 2020 d'agrég externe, même 2019 c'était de l'arithmétique. Il y a un certain nombre d'épreuves en algèbre qui en parlent, et c'est bien d'avoir quelques rudiments. Alors on va regarder ça, on va voir ces rudiments. D'abord, toujours pareil, quand on aborde une nouvelle théorie, on essaye, c'est bien de présenter les résultats. Et là, je le fais avec un tableau à double entrée. Euh, pour comparer les résultats nouveaux, en quelque sorte, qu'il faut digérer, avec des résultats qui sont déjà digérés, mais qui utilisent des hypothèses, bien sûr, plus agréables, que vous avez déjà bien compris. Euh, Ceci, et ensuite on verra le pourquoi on fait ça, pourquoi on utilise ces réseaux et comment. Voilà, pour commencer. Et ensuite on attaquera, disons une façon d'aborder les choses selon la procédure du problème 2012 d'agrég interne. Voilà, alors d'abord on avait des cas espaces vectoriels, et là maintenant on se retrouve à vouloir étudier ce qu'on va appeler des Z espaces vectoriels, c'est-à-dire des espaces vectoriels sur un anneau, mais quand même un anneau assez sympathique qu'on connaît bien, c'est Z. Alors, il se trouve que on pourrait l'appeler Z espace vectoriel, mais les propriétés des espaces vectoriels sur Z sont tellement différents des propriétés sur K, c'est-à-dire où K est un corps, que du coup, c'est même pas la peine de se mentir à soi-même. Autant lui donner directement un autre nom. C'est pas le même objet. Donc ça s'appelle plus Z espace vectoriel, mais c'est Z module. C'est exactement le même formalisme, sauf que les scalaires, c'est un anneau ici, et c'est l'anneau Z. Alors, l'idéal, ce serait de partir, étant donné qu'on connaissait la théorie des cas espaces vectoriels, ce serait de partir de Z module. C'est pas ce qu'on va faire. On pourrait aussi se limiter à dire, on a une belle théorie des cas espaces vectoriels en dimension finie, avant même que la dimension existe, disons quand il y a une partie génératrice finie, ça correspond aux Z modules de type fini. Ça aussi, c'est pas mal. On dira des choses un petit peu à la fin, mais on va pas partir de là. Malheureusement, parce que ça, c'est quand même un bon terrain de jeu. Non, on va dire, on va partir d'un sous-espace vectoriel de Kn. On connaît les sous-espaces vectoriels de Kn, et ce sont des K-espaces vectoriels de dimension finie. Donc, par analogie, on va regarder les sous-groupes de Zn pour plus. Voilà, c'est ça qu'on va faire. C'est pas terrible, de façon théorique, champ théorique, c'est pas génial. Mais quand même, on va pouvoir dire des choses. Alors là, qu'est-ce qu'on avait? On avait des familles génératrices, d'accord? Bon, d'abord, on avait des combinaisons linéaires, d'accord? Donc on prend des éléments de Kn, et puis on les combine, on fait des combinaisons K linéaires sur le corps K. Et bien là, pareil, on peut faire des combinaisons Z linéaires, ça c'est bon. On définit des familles génératrices, donc là, pareil, famille génératrice grâce aux combinaisons Z linéaires, des familles libres. Si une combinaison Z linéaire est nulle, alors c'est que la combinaison est nulle, c'est que tous les scalaires sont nuls. Donc là, on a les familles libres aussi, et donc on a des bases. Il est important de regarder déjà pour n égale 1, toujours commencer par n égale 1, l'histoire de commencer à se faire une petite intuition, sans bien sentir les interdits de la théorie. Alors, pour n égale 1, les sous-espaces vectoriels de K, ça va être 0 et K. Bon, voilà, c'est ça. On n'a pas le choix, grâce à la théorie de la dimension, on sait que c'est ça. Mais n égale 1, les sous-groupes de Z, plus, on sait qu'ils sont de la forme AZ. Alors déjà,
on voit qu'il y a une grosse différence, parce que là, le théorème de la base incomplète, bah, c'est fichu. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme base de z? Bah, c'est 1 ou moins 1. Mais 2 n'est pas une base, il engendre que les éléments pairs, d'accord, par exemple. Mais il ne peut pas se compléter en une base. Il est libre, bien sûr, 2 est libre parce qu'il est non nul, mais quand on va le compléter avec un autre élément, il y aura forcément une relation. Hein, si vous le complétez avec 3, bah vous avez que 3 fois 2 moins 2 fois 3 égale 0. Donc vous avez une combinaison qui va faire que jamais vous n'aurez une partie libre à partir du moment où vous aurez plus de 2 éléments. Et la base extraite, pareil, c'est foutu. Hein. Donc il n'y a pas de base incomplète, hein, mais il n'y a pas de base extraite non plus. Parce que vous prenez par exemple 2 et 3. Alors c'est générateur grâce à Bezout. Parce que 2 et 3 sont premiers entre eux. Donc, quand vous allez faire des combinaisons de 2 et de 3, vous allez avoir 1. Et si vous avez 1, vous avez tout le monde. Donc, maintenant, donc ça va être une famille génératrice. Mais, si vous extrayez juste 2 ou juste 3, bah, vous n'aurez jamais une base. Donc, d'une famille génératrice, on ne peut pas en extraire une base, on le voit. Donc maintenant, on commence à voir la prudence et la différence entre ce qui se passe là et ce qui se passe là. Alors maintenant, on va avoir à la fois une notion de dimension. Je vous rappelle qu'ici, cette notion de dimension provenait du lemme d'échange. D'accord ? Et là, il se trouve qu'on va avoir une notion de dimension. C'est-à-dire que deux bases vont avoir le même cardinal dans ce monde-là. Hein. Voilà. Maintenant, il y a le théorème de la base incomplète qui nous assurait l'existence de base. Ben ici, on va aussi avoir l'existence de base sans passer par le théorème de la base incomplète. Maintenant, quand on a des bases, on a besoin d'objets de calcul pour dénombrer toutes ces bases, hein, parce qu'on a besoin d'être souple avec ces bases. Et là, on a les matrices de passage. Les matrices de passage, hein, quand on a fixé une base, les autres sont toutes indexées par GLN de K, donc c'est les matrices de passage. Et comment on détermine GLN de K? Eh bien, GLN de K, ça va être des matrices carrées, NN, grâce à la théorie de la dimension, elles sont carrées, et dont le déterminant est non nul. Ici, on aura aussi des matrices carrées, puisqu'on a une notion de dimension, et ça va être indexé par GLN de Z. Et GLN de Z, ça va être les matrices, donc ça c'est les matrices qui sont à coefficient dans Z, et dont l'inverse est encore à coefficient dans Z. Et ici, pour qu'une matrice soit pour qu'une matrice de Mn de Z soit dans GLN de Z, il suffit que son déterminant soit égal à plus ou moins 1. Donc on voit que l'important, c'était pas nul ou non nul, c'était plus d'être inversible ou non inversible. Puisque là, c'est non nul, ça veut dire les inversibles de K, et plus ou moins 1, ça veut dire les inversibles de Z. Voilà. Pour ce qui est du théorème de la base incomplète, on va devoir se satisfaire de quelque chose d'assez modeste, même si après on pourra donner des résultats plus généraux. Si ici x est non nul, bah, il est libre et il se complète en une base, bien sûr, puisqu'il est libre, parce qu'ici on a un théorème de la base incomplète. Mais ici, si x est non nul, bah, il est libre aussi, oui, mais il ne se complète pas forcément en une base. Il se complète en une base si et seulement s'il est non divisible. C'est-à-dire, si on ne peut pas trouver un vecteur y, tel que ky égale x, avec un k non inversible, un k entier non inversible. C'est-à-dire que, voilà, il est un peu minimum hein, sur sa droite, dans le sous-groupe, il est minimum sur sa droite. Un peu comme dans Z, où vous avez 2, bah, il est divisible, bah, 1, lui, il n'est pas divisible. D'accord? Et moins 1 n'est pas divisible. Hein. Donc x, pareil, quand vous allez avoir une droite de Zn, bah, vous allez avoir finalement deux éléments qui sont non divisibles. Et c'est eux qui vont pouvoir se compléter en une base, pas les autres. Voilà.
On a des fois besoin de la topologie, et là, quand on est sur R, donc on est en dimension finie, donc on a un théorème qui assure que la boule est compacte, donc on met une norme ici, et là, on a une norme sur Rn, on en déduit une norme, évidemment, hein, sur Zn, et là, la compacité va être plus agréable, encore plus agréable, ça va être une boule finie. On va avoir, les boules sont finies. Hein, donc la compacité devient finie. Maintenant, on va aller voir le pourquoi et le comment assez rapidement, et ensuite on attaquera quelques questions comme ça du problème, pas point par point, mais globalement comme ça, l'histoire de voir comment, lors d'une épreuve écrite, on peut raisonnablement aborder la notion de réseau. Alors, pour le pourquoi, on va dire toujours la même raison, quoi, les systèmes, les équations, quoi, hein. Donc les systèmes linéaires. Donc par exemple ce système-là, voilà un système où on cherche x, y, z entier, hein, dans z. Donc effectivement, ça va pouvoir, ça va former un sous-groupe de Z3, hein, parce qu'on a un morphisme phi de Z3 dans Z2 qui a x, y, z donne ce couple-là, hein, d'accord, bon, j'ai pris des choses linéaires, donc phi est linéaire, et ça c'est le noyau, hein, de phi qui va être un sous-groupe de Z3, et on a besoin de présenter ce noyau avec des bases. Voilà, et c'est la meilleure présentation qu'on peut avoir de l'ensemble des solutions qui va être un réseau. Des équations de congruence. Là par exemple, y moins x est congru à 0 modulo 3, d'accord. Alors comment ça s'écrit? Ça peut s'écrire encore avec un système, hein, d'accord. Vous avez x égale x et y égale x plus 3t, avec t, bon x est dans z évidemment, et t est dans z aussi. Donc ça nous fait xy égale x fois 1, 1 plus t fois 0,3. Donc ici, on a une base, ici, 1, 1 et 0,3. D'accord? Donc, on peut se demander comment, en général, est-ce qu'on pouvait prévoir qu'il y avait une base, quelles sont toutes les bases possibles, etc. Voilà. Donc, en général, si on doit le regarder avec des morphismes, ça veut dire qu'on a de Z2 dans Z sur 3Z, cette fois-ci, hein, un morphisme phi qui a XY associe Y moins X. Modulo 3. Non. Et on cherche le noyau de phi qui va être encore un réseau, c'est-à-dire un sous-groupe de Z2. Voilà, donc on veut des bases, tout ça. Maintenant le comment. Alors le comment, on va se battre de tous les côtés. D'abord, si on doit rester dans Z, alors Z, il a quand même des atouts, hein, il est principal, et on a besoin, il faut toujours avoir ça en tête. Et puis on peut quotienter, parce qu'on a Z sur PZ qui est un corps quand même si P est premier, et donc on tombe sur la théorie des corps. Donc ça peut aider pas mal. Ensuite, Q qui est proche de Z, hein, probablement le corps le plus proche de Z par injection. Hein. Donc, oui, on se servira par exemple souvent de cette technique. Si X appartient à Qn, alors on peut multiplier X par un K assez grand dans Z, tel que Kx est dans Zn. Donc ça nous permet un passage de Qn à Zn et d'utiliser les propriétés de Qn ici. D'accord? Voilà. Maintenant, si Q est proche de Z, au niveau topologique, parce qu'on se servait pas mal de la topologie de R, là, on ne va pas avoir grand-chose sur Q, parce que Q n'a pas des grands atouts topologiques. En revanche, R en a. Et en fait, bon, on ne va pas en tirer grand-chose, mais ce qui est quand même intéressant, c'est que on va travailler sur Rn, et sur Rn, toutes les normes sont équivalentes. Ça, c'est quand même une bonne chose. Donc, les normes qu'on va récupérer sur Z vont être équivalentes aussi. Et les boules qu'elles définissent, on va avoir ici des boules qui sont compactes, mais maintenant elles sont compactes, mais Z a le bon goût d'être discret, hein, et Zn, hein, donc toute partie de Zn va être discrète. Et quand on prend un compact qui est discret, si vous regardez bien, en choisissant en regardant bien la propriété de Borel-Lebesgue, hein, qui dit que de tout recouvrement d'ouvert, on peut en extraire un recouvrement fini. Et comme c'est discret, on peut prendre un recouvrement d'ouvert où chaque ouvert est en bijection avec l'ensemble des points
que ça recouvre, eh ben, vous voyez bien que ça veut dire que l'ensemble est fini. Donc compact et discret implique fini, et là ça va être intéressant parce qu'on va avoir des boules qui sont finies. C'est encore mieux que des boules compactes. Voilà, hein, toute l'histoire.